Il y a un trio de remarques que je reçois très souvent, que ce soit en message privé Twitter, que ce soit en appel, que ce soit avec mes amis IRL, hein, qui sont encore salariés et qui veulent passer freelance. J'entends bien, c'est pas moi qui vais les voir en essayant de les forcer, c'est des gens qui veulent passer freelance et qui vont me dire oui, mais je sens que j'ai pas encore assez d'XP, je sens qu'il faut que je me forme encore un an, que je reste encore un an en CDI, 2 ans, il me faut encore telle certification. Et moi, à chaque fois, je leur réponds la même chose, je leur réponds comment tu sais. Comment tu sais que tu n'as pas assez d'XP? Comment tu sais qu'il faut que tu te formes? Comment tu sais qu'il faut cette certification pour te lancer? Et en général, bah, il y a un petit blanc gênant, il y a un écran bleu qui se passe dans leur cerveau, et après, ça fait cogiter un petit peu. Pourquoi ces réflexions reviennent à chaque fois? Parce qu'il y a un préjugé, il y en a plusieurs, mais il y a un préjugé, une grande idée reçue sur le freelancing qui est que le marché du freelancing est très différent du marché du CDI. Sous-entendu, un freelance, c'est forcément un senior, c'est forcément un expert absolu, c'est quelqu'un à qui on va faire appel, c'est un Avengers en fait. On va lui faire appel à lui quand il y a vraiment un problème, qu'on a tout essayé, on est à genoux, on le supplie, aide-nous, grand freelance, résous nos problèmes, tu es l'expert mondial sur le sujet. Ça a été vrai, et c'est encore vrai, c'est vrai que les experts sont très demandés, mais par contre, c'est pas du tout une vérité absolue. La vérité absolue, actuellement, c'est qu'il y a une pénurie globale, au moins en France, des profils qui répondent aux besoins actuels du marché. Besoins actuels. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de freelances qui eux-mêmes vont avoir ces préjugés-là. Ils vont se dire, ouais, mais alors non, pourquoi tu dis à un junior de se lancer? Les juniors, ils vont jamais réussir. C'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les plus grands clients de freelance sont les ESN, les boîtes de conseil, si vous préférez, les intermédiaires. Et ces intermédiaires-là ont tellement de mal à trouver des gens qui répondent aux besoins, que ce soit en CDI ou en freelance ou en CDD, qu'ils ne font plus vraiment la distinction. Ce qui fait que le besoin, les prérequis, on va dire la checklist pour les profils, elle est quasiment équivalente entre un freelance et un CDI, pour ne pas dire complètement équivalente. Et là, si on me demande du coup comment je le sais, parce que c'est pareil, on peut jouer à ce jeu-là avec moi, justement, je vais vous montrer comment je sais et comment vous pouvez vous aussi savoir ces choses-là, comment vous pouvez identifier si votre profil il est au niveau ou pas pour passer freelance. Est-ce que vous avez des lacunes à combler ou pas? Et est-ce qu'il faut effectivement attendre encore un an pour se lancer, 2 ans, 6 ans, ou est-ce que vous pouvez vous lancer maintenant? Et souvent, vous allez voir que vous pouvez vous lancer maintenant. En tout cas, pour ceux qui viennent me contacter, en général, ils ont largement le niveau pour se lancer. Donc, programme de la vidéo, je vais vous expliquer déjà comment analyser le marché en fait. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on doit savoir, quelle est l'information qu'on veut connaître pour répondre à ces questions-là. Ensuite, on va voir où trouver l'info, parce que c'est bien beau de savoir ce qu'on cherche, mais il faut savoir aussi où le trouver. Et à la fin, on verra un piège à éviter, parce qu'en fait, on peut tomber dans un piège, c'est qu'en voulant trop analyser le marché, on peut se fier de mauvaises sources. Donc je vais vous expliquer comment identifier les mauvaises sources par rapport à notre cas de figure à nous. On va parler de freelancing dans la tech, précisément dans les missions longues, même si c'est aussi vrai pour les missions au forfait, ce qu'on verra. Mais attention, il y a quand même des pièges à éviter. Donc, premier step, qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors là, la réponse elle est assez simple. Plus vous en savez, mieux c'est. Il faut vous dire que si vous êtes omniscient par rapport au marché, si vous savez vraiment tout, si vous savez tout ce qu'il y a là à un degré de précision de 100%, vous devez trouver une mission aujourd'hui, théoriquement. Bon, c'est pas facile, c'est même pas évident du tout. Par contre, on sait quand même qu'il y a des éléments qui sont importants à connaître pour identifier son profil s'il est bon par rapport au marché ou s'il y a une carte à jouer. Principalement, ce que vous voulez savoir, c'est quels sont les technos et les compétences qui sont demandées. Mais ça suffira pas, parce que même si vous voyez ça, vous allez vous dire, ok, très bien, donc je vois qu'il faut que je sache faire ça, que je connaisse tel outil, mais il faut corréler tout ça aussi au volume de la demande, au volume de l'offre, au niveau des concurrents, et éventuellement aussi à tout ce qui va être lié au TJM, au secteur, etc. Principalement, ce que vous voulez savoir, c'est ça en fait, c'est les technos et les compétences demandées. C'est ça qui manque à beaucoup de gens, c'est qu'ils vont se dire, ouais, mais il me faut une certification Azure parce que là, je sens que les clients, ils ont besoin de ça. C'est de l'instant, on n'est pas vraiment sûr. Là, avec cette analyse-là, si vous allez vraiment chercher quels sont les technos et les compétences qui sont demandées par les clients, quels sont les prérequis et quels sont, on va voir aussi des bonus, là au moins il n'y aura pas de doute. Vous saurez que, en général, les clients veulent que vous ayez telle compétence, éventuellement tel certif, mais il n'y aura plus d'instinct. Ce sera vraiment lié à ce que vous avez vu sur le marché. Et le reste aussi est extrêmement important pour la suite, c'est-à-dire comment vous allez vous positionner, quand vous allez créer votre nouveau CV, quand vous allez prospecter, comment faire pour sortir du lot et pour avoir le meilleur taux de réussite possible. Ok, ça ne se limite pas seulement à savoir quelles technos sont demandées, il faut aussi le corréler avec tout le reste. Deuxième step, ça va être du coup où trouver l'info. Et donc là, on va avoir deux sources. La première source, ça va être tout ce qui est public. En gros, tout ce qui va être lié aux offres de mission ou tout ce qui peut vous servir, vous, à trouver des éléments sur quels sont les besoins du marché et qu'est-ce qui est, d'un point de vue des statistiques, le TJM qu'on va retrouver en général pour les profils comme le vôtre, etc.
Et le terrain, ça va être aller voir des personnes qui sont déjà sur le terrain, qui sont face aux clients, qui sont même en mission, pour vous dire concrètement, est-ce qu'ils vont valider ou pas ce que vous avez vu là? Est-ce qu'ils vont pouvoir vous apporter d'autres informations en plus? Et vous allez pouvoir corréler tout ça pour avoir une synthèse du marché qui va être beaucoup plus précise. Ok. Donc, premièrement, à partir de data publique. Le point de départ, c'est pour moi Freework. Freework, c'est une plateforme où vous allez avoir beaucoup d'offres de missions, que ce soit en freelance ou en CD, mais beaucoup en freelance. Et vous, ce que vous allez devoir faire, c'est chercher des offres de missions par rapport à votre marché. J'ai pris l'exemple de Python parce que c'est mon marché, mais ça peut être n'importe quoi. Et vous allez essayer de trouver les éléments importants dans l'annonce pour vous faire une idée de ce qui est demandé. Là, vous avez vu que je prends beaucoup de choses. Par exemple, HR Team, qui est le nom de l'ESN qui a posté la mission. Là, vous voyez que j'ai aussi l'environnement technique, donc les technos demandés, on y revient. Et là, on voit qu'une couche a été remise avec encore une fois une recouche sur Python et sur Django. Et on voit par exemple que le réseau, DevOps et Angular sont un plus, donc un bonus. D'accord? Donc là, ce qu'on fait avec ça en général, c'est qu'on va faire ça pour 20, 30, 40, 50 offres. Plus vous en faites, mieux c'est, parce que vous allez avoir des statistiques qui sont plus significatives. Et hyper important, vous allez faire un tableau de suivi. Il ne faut pas faire à l'instinct. Il faut vraiment, quand vous allez faire ce travail-là, le répertorier proprement, que ce soit sur Airtable comme ici, ou sur un Excel, ou même où vous voulez, peu importe, mais que vous ayez une trace. Comme ça, vous allez pouvoir savoir à la fin les TJM qui sont en général dans ce marché-là pratiqués, l'expérience demandée, même si ce n'est pas forcément un critère qu'il faut vraiment considérer comme bloquant, c'est très arbitraire souvent. Le titre de l'offre, donc en gros la dénomination de votre poste, et après tout ce qui est techno obligatoire, facultative, pour avoir vraiment une vue concrète de ce qui est demandé, le niveau de compétences demandé. Ok. Donc là, il manque plein de colonnes, vous pouvez prendre plein de choses encore en plus. Hein. Tout ce que j'ai mis là, tous ces éléments-là, vous pouvez en faire un tableau de suivi énorme. Hein. Ce tableau que j'ai là, moi, il est énorme, il n'y a pas que ça. Plus vous avez d'informations, mieux c'est, je répète. Et ensuite, là, on peut commencer à s'amuser. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à faire des stats. Premièrement, on va pouvoir commencer à voir la tendance de la demande. On va voir si, par exemple, sur ce marché, par exemple du Python, est-ce qu'on est plutôt sur une tendance haussière, baissière, ça stagne, et combiner aussi à ça le volume absolu. C'est-à-dire que, par exemple, ok, imaginons Python, c'est le marché sur lequel je vois que j'ai les compétences pour y aller. J'ai les compétences qui sont demandées, je sais faire du Python, je sais faire du Docker, je sais faire du Django. Par contre, je me rends compte que le volume il est très bas. Par exemple, il n'y a que 2-3 missions par jour. Ben là, c'est pas forcément un bon marché. Et même si vous avez les compétences pour y aller, peut-être que c'est pas le meilleur marché sur lequel vous avez une carte à jouer. Là, par exemple, on voit que Python, c'est très bien. Python, il y a à la fois un volume qui augmente avec le temps, et en plus, le volume il est assez élevé, fait même très élevé. 60 missions par jour, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, il faut vraiment commencer par ça, tendance de la demande. Ensuite, les besoins. Bon, là, c'est le gros truc, hein, c'est vraiment le point central. C'est là que vous allez surtout être rassuré ou que vous allez comprendre vos lacunes. Donc, c'est le gros travail, c'est ici, sur le besoin. Donc, par exemple, vous allez pouvoir faire des statistiques pour voir quels sont les technos qui reviennent le plus souvent et comprendre quels sont les prérequis absolus à connaître si vous voulez trouver une mission. Et là, si on prend par exemple le top 3, je vois qu'il y a Python, Docker, GitLab CI, tout ce qui est API, ETL en termes de techno et de compétences. La question que je dois me poser, c'est est-ce que moi je sais faire ça? Si la réponse est oui, déjà vous pouvez vous dire en fait c'est bon, j'ai déjà tout ce qu'il faut. A priori, de ce que je vois, c'est des compétences que je connais très bien, je me considère bon là-dessus et c'est ce qui est le plus demandé. Donc c'est cool. Si on va plus loin, on peut aussi voir tout ce qui est facultatif, ce qui est un peu un bonus. Et là, on peut encore plus faire la différence. On voit par exemple qu'à 8S, DataVis, si c'est des choses que vous connaissez, c'est encore mieux. Si vous ne l'avez pas, par contre, il ne faut pas se dire que c'est un élément absolu à avoir sur votre CV. Ok. Et c'est là que beaucoup de gens vont se tromper, c'est qu'ils vont se dire ouais, mais je sais que K8S c'est vraiment très demandé. C'est très demandé, certes, mais est-ce que c'est un prérequis? Et là, c'est pas un prérequis, dans cet exemple-là en tout cas. Donc, c'est bien si vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas bloquant. Vous pouvez trouver des missions sans problème. Mais si vous l'avez, ça restera un bonus. Donc c'est cool de savoir ce qui vous manque aussi pour avoir un meilleur profil. Après, tout ce qui va être les mots-clés fréquents, faire des statistiques là-dessus. Tout ce qui est secteur aussi. Donc en fait, il y a tous les éléments que vous pouvez récupérer et faire des stats, il faut le faire. Comme ça, vous allez avoir le plus d'éléments possible et avoir une vision encore plus claire de votre marché. Et pour finir, il y a aussi tout ce qui est la question des TJM. Là, par exemple, vous avez Pilot, qui est une plateforme qui vous aide à mettre vos profils à jour sur les plateformes de freelancing. Pilot, c'est super parce que vu qu'ils ont beaucoup de volume de freelance, vous allez avoir des bonnes stats, à peu près, de mon expérience, elles sont assez bonnes, sur les TJM, que ce soit par rapport à votre expertise, par rapport à votre localisation. Et du coup, vous pouvez avoir une idée de combien vous pouvez vous pricer et à combien vos concurrents se price. Donc, c'est hyper intéressant de savoir ça. Donc, corréler toutes ces sources-là pour avoir vraiment une vue d'ensemble et comprendre réellement, ok, j'ai les compétences par rapport à ce qu'on me demande. Le marché, il est à peu près à un volume suffisant. En plus, c'est en augmentation. Et niveau du TJM, je vois que moi, je peux me vendre à ce TJM-là. Donc, clairement, là, déjà, on va plus loin que la question initiale. Mais vous voyez qu'en faisant ce travail-là, on peut se sécuriser à mort. On peut complètement savoir qu'est-ce que le marché attend de nous
et nous arriver sur le marché avec tout ce qu'il faut et avoir aucun élément de doute. On ne sera jamais sûr à 100%, c'est évident. Par contre, on va avoir une très très bonne direction sur ce que le marché recherche et nous sur quoi on doit tabler. Là, on voit par exemple que si on prend cet exemple-là, il faut vraiment se focus sur du Python, Docker, gestion d'API, ETL. Éventuellement, si on a le temps et si on a déjà des ressources sur ça, faire du K8S, DataVis. Mais là, déjà, on a beaucoup d'éléments. On sait déjà que, par exemple, si on sait faire ça, ben, on a déjà le niveau. Et ça ne sert à rien d'attendre encore 2 ans pour se lancer, quoi. Enfin, il faut peut-être aussi se faire la réflexion de se dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui me bloque et qui me fait peur au-delà des compétences? Parce que normalement, dans ce travail-là, vous devriez tous, ceux qui voient cette vidéo-là, avoir la réponse à votre question. Est-ce que vous avez l'expérience nécessaire ou pas pour vous lancer? Et j'irai même plus loin parce que l'expérience, c'est un peu galvaudé. Est-ce que vous avez les compétences pour répondre aux besoins? Et est-ce que le marché que vous ciblez est un marché qui peut être un marché cohérent? Est-ce qu'il y a vraiment un volume qui montre que vous pouvez trouver une mission ou est-ce que c'est peine perdue d'avance? Donc vraiment, c'est ce travail-là qu'il faut faire et on va voir juste après comment faire avec du coup les gens qui sont sur le terrain pour compléter ça et avoir vraiment une vision encore plus précise de ce que les clients recherchent. Mais avant ça, petit aparté, si vous êtes salarié et que vous hésitez à vous lancer, je peux vous aider à mettre en place tous les process pour que vous puissiez trouver des missions de façon prédictible. Donc d'ailleurs, c'est une garantie dans mon accompagnement. Tant que vous n'avez pas de mission, on continuera de travailler ensemble. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien en description, vous pouvez réserver un rendez-vous avec moi. C'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, ça n'engage en rien. Donc n'hésitez pas et on se retrouvera en appel, j'espère. Donc pour continuer rapidement sur ça, donc le terrain, comme j'ai dit précédemment, ça va être tout ce qui est recruteur, tout ce qui est pair. Et là, en fait, cette information-là, c'est hyper important de la prendre parce que ça va être extrêmement pertinent, encore plus que ce que vous auriez vu, ce que vous aurez vu là. Parce que même si vous faites un très bon travail et que vous avez fait des bonnes stats et que vous avez des statistiques significatives, donc avec un assez gros volume, ça reste des données qui sont sur le front-end, c'est-à-dire qu'ils sont la face émergée de l'iceberg. Souvent, et vous le savez si vous êtes déjà en mission, que ce soit en CDI ou en freelance, quand on arrive en mission, des fois ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a demandé de faire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours corréler avec ce qui se passe concrètement sur le terrain. Est-ce que vos pairs vont valider ce que vous avez analysé? Est-ce que les recruteurs vont pouvoir vous aider à avoir plus d'infos que ce que vous cherchiez? Et c'est ça qui va vous aider pour la suite. Donc, les questions à poser sur LinkedIn. Déjà, vous allez trouver des recruteurs qui sont sur votre marché. Comment faire? Très simplement, vous allez voir par exemple HR Team qui pose des missions Python et vous allez prendre les gens qui bossent chez eux en tant que recruteurs et vous poser des questions. Ça va être par exemple quoi? La question, ça va être quels sont les besoins des clients? Est-ce que ça valide qu'ils sont vraiment à fond sur Python, Docker? Est-ce qu'il y a d'autres besoins qui n'apparaissent pas dans les offres de mission? Pareil, certification, parce que là aussi, même si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez valider encore plus et demander aux recruteurs est-ce que des candidats ont déjà été refusés parce qu'ils n'avaient pas telle ou telle certification? Vous pouvez aussi demander une question qui pour moi est très intéressante, c'est qu'est-ce qui peut être un facteur différenciant par rapport aux autres candidats et qui peut faire que le profil vous aime, le client vous préfère. Et ensuite, vous allez avoir le niveau des autres candidats. Ça, c'est une question que j'ai mis en jaune. En fait, c'est une question qui est vraiment top. Parce que cette question-là, quand vous la posez, vous allez pouvoir savoir sur quoi travailler pour être meilleur que vos concurrents. Donc là, clairement, c'est encore plus efficace que de comprendre les besoins parce que là, vous allez même comprendre sur quoi vous pouvez faire la différence par rapport à vos concurrents. Donc c'est une super question à poser et c'est une information qu'on peut difficilement avoir autrement qu'en faisant ça. Donc c'est vraiment là que les recruteurs vont être intéressants, c'est en leur demandant le niveau des candidats. Ensuite, pour tout ce qui est des pairs, les questions sont assez similaires en réalité. Vous allez avoir du coup les besoins réels. J'ai mis réel parce qu'en fait, là, vous allez comprendre quand on est vraiment en mission, qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est là, ça va être souvent différent de ce que vous allez voir là, ce qui est assez drôle. Donc, cette partie-là vous servira peut-être pour la négociation, pour savoir comment bien arriver en entretien et bien faire une bonne impression. Cette partie-là vous servira en mission ou avant pour vous préparer à savoir comment être vraiment compétent et être opérationnel rapidement, quoi, et faire une bonne impression au client. Donc c'est important de demander à des gens qui sont vraiment en mission quels sont les vrais besoins. Parce que vous allez voir, et vous le savez, hein, souvent on vous demande des choses qui sont très compliquées, on arrive en mission, c'est beaucoup plus simple, ou ça n'a même rien à voir avec ce qu'on nous a demandé, donc c'est une question qui est importante. Pareil, certification pour valider, tout ce qui est nice to have, c'est comme pour les besoins réels, est-ce qu'il y a vraiment d'autres nice to have qui n'apparaissent pas forcément dans les offres de mission, que les recruteurs ne connaissent pas, mais qui effectivement en mission sont extrêmement intéressants à avoir et qui vous feront faire un très bon effet au client. Pareil, vous pouvez aussi demander le process de recrutement. C'est pareil, plus vous posez de questions, mieux c'est. Et là, en général, vous allez voir qu'ils sont assez gentils. Les freelances, les gens en CDI, si vous posez des questions par rapport à ça, ils sont en général assez ouverts. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et plus vous allez avoir de réponses, mieux c'est. Là aussi, même réflexe, il faut tout traquer. Donc pareil, tableau de suivi, sur Airtable, sur Excel, comme vous voulez. Et vous répertoriez tout.
vous répertoriez les personnes, vous répertoriez d'où elles travaillent, leurs contacts si besoin, et le bilan de ce qu'elles vous ont expliqué. Comme ça, vous allez pouvoir faire à la fin une synthèse et comprendre réellement, ok, d'après ce que j'ai appris des recruteurs, les clients cherchent plutôt ça, ça valide ce que j'ai vu précédemment dans les analyses de besoins. Et pareil pour les freelances, ils m'ont dit qu'il fallait que je taffe là-dessus. Et des éléments que je n'avais pas vus forcément, et du coup je vais les rajouter à mon analyse, d'autres éléments qui valident ce que j'ai vu. Donc c'est parfait. Donc là on a vu du coup maintenant, on a vu où trouver l'information, comment faire une synthèse. Maintenant on va voir le piège à éviter pour terminer. Donc le piège à éviter, c'est le biais du marché. Là vous avez à l'écran un screenshot d'une stat qui est très connue, c'est le sondage annuel de Stack Overflow. Stack Overflow, chaque année, ils font un immense sondage sur plein de choses, notamment par exemple les frameworks web. Et là, pour tous ceux qui font du web, ou même les autres, je pense que ça vous parle, React apparaît très largement devant Angular. C'est le premier framework utilisé d'après les statistiques. Et là, c'est statistiques de gens qui sont en mission, qui travaillent. Ce pas des gens qui sont étudiants ou qui s'amusent à faire des projets. C'est vraiment des gens qui travaillent et qui sont activement en train de faire du React. Et React est devant Angular. Ok, rien de surprenant. En général, on va se dire, ok, React est le plus connu. Angular, c'est un peu en déclin. C'est bien, mais c'est pas le plus utilisé. Et on pourrait se dire que React, c'est un très bon marché et que c'est sur ça qu'il faut que je travaille si je veux faire du dev web. Sauf que, si on va sur Freework, ils font des statistiques aussi, et eux, si on va dans la section compétences les plus recherchées par les recruteurs, on voit que Angular est 7e et React 13e. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est qui a le plus de pertinence là-dedans? Est-ce que c'est Stack Overflow ou est-ce que c'est Freework? La réponse c'est Freework évidemment, donc je pense que vous le savez, vous avez deviné le but de cette section-là. Stack Overflow, c'est le marché mondial. Il faut faire attention parce que ce n'est pas forcément, pertinent pour le marché français. Alors que Freework, c'est uniquement des missions sur le marché français, dans la tech, et même souvent des missions en freelance. C'est quasiment que du freelance d'ailleurs. Donc, pour quelqu'un qui veut faire du freelancing dans la tech en France, c'est hyper pertinent. Donc attention parce que effectivement c'est pas intuitif, on pourrait se dire que Angular c'est moins connu, et c'est vrai, c'est une vraie statistique, je pense que j'apprends ça à personne. Angular c'est moins connu, c'est moins populaire, mais en France, dans le marché français, peut-être parce qu'on est un peu trop vieillot et qu'on prend du temps avant de prendre la vague React, Angular est largement devant. Donc si vous voulez savoir si Angular est une compétence qui est intéressante, fiez-vous aux sources qui sont cohérentes par rapport à ce que vous voulez faire. Et si vous voulez faire du freelancing en régie, en France, dans la tech, c'est Freework. Ok ? Il n'y a pas que Freework, cette réflexion elle marche pour tout. Là je parle du marché US par rapport au marché français, mais par exemple pour tout ce qui est forfait et régie, vous allez avoir d'autres sources de données comme par exemple Malte qui vont peut-être vous montrer des statistiques de TJM ou de demande par rapport à une compétence. Sauf que attention, alors même si Malte, il y a aussi des missions en régie, c'est vrai, Malte c'est beaucoup des petits comptes, des petites entreprises et des freelances qui sont au forfait. Donc ça crée un mélange, ça crée un marché tout à fait différent. Le marché de Malte est un marché qui n'a aucun rapport avec le marché de Freework. Malte, ça va être des petites missions, ça va être des petits clients qui ont des petits budgets, et le principe, le fonctionnement de Malte fait que vous allez avoir un nivellement par le bas. Vu que Malte, c'est un catalogue de freelance, les clients vont mettre en relation tous les freelances entre eux, et quand je dis mettre en relation, c'est mettre en concurrence, ce qui fait que les TGM vont être tirés vers le bas. Et il y a aussi un élément hyper important, c'est que Malte, c'est un endroit où il y a beaucoup de juniors. Donc plein d'éléments qui font que quand vous ne le savez pas, vous pouvez vous dire Malte c'est super, ils font des super stats sur les TJM, et c'est vrai, ils font des super stats, mais c'est pas pertinent pour nous. Nous, si on veut faire de la régie avec des grands comptes, Malte, ça sera un truc qui va nous induire en erreur. Donc attention à ça, soyez conscient quand vous allez voir une source d'information de la pertinence qu'elle a par rapport à ce que vous faites. Freework, là maintenant j'en ai parlé 14 000 fois, vous savez, ça reste une bonne source. D'après moi, c'est une très bonne source pour ceux qui font de la tech en France chez les grands comptes. Si vous faites du forfait avec des petites missions et des petits clients, Malte, c'est une super source. C'est une super source. Mais attention, il faut vraiment toujours mettre ça en relation avec ce que vous voulez faire. Ok ? Donc, à la fin, normalement, vous devriez avoir éliminé ces 3 questions que j'ai mis au début, qui est j'ai pas assez d'XP, il faut que je me forme, je vais passer en point de certification. Et vous devriez avoir seulement 2 questions, 2 bilans, c'est j'ai les compétences suffisantes ou je n'ai pas les compétences suffisantes. Et même ce qui va après, c'est du coup, hop, et je vais le faire même en live, c'est mais je sais sur quoi me former. Je sais ce qu'il me manque en fait. Et ça, c'est grâce à l'analyse de marché. Donc normalement, après ce travail-là, vous devriez avoir beaucoup plus de certitude par rapport à votre profil et par rapport à votre next step, comment vous allez vous lancer. Là, vous allez savoir concrètement sur quoi vous lancer. Ou alors, si vous avez déjà des compétences qui sont suffisantes, vous allez comprendre que vous pouvez vous lancer. Qui contacter maintenant, c'est le prochain step, c'est qui contacter, comment les contacter, comment faire de la vente. Et ça, c'est tous les éléments qui vont venir après. Mais vous allez voir que si vous avez déjà fait ce travail en amont, vous allez le faire avec beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de peur, beaucoup moins de risques, parce que vous aurez déjà analysé ce qui est important dans votre marché. Donc il ne vous restera plus qu'à appliquer des process, et là c'est beaucoup plus bête et méchant, pour aller trouver ces clients-là, avoir des entretiens avec eux et être bon d'entretien.
Ok. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment faire ça, tout ce qui est process d'acquisition, process de vente, tout ce qui va avec, et aussi process d'analyse de marché, comme on l'a vu là, comment vraiment comprendre ça et se faire un CV qui sera vraiment impactant. Si ça vous intéresse, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez prendre un appel avec moi et on prendra rendez-vous. C'est gratuit, ça vous engage en rien et je vous expliquerai comment faire pour votre cas de figure à vous, pour trouver vos missions, quelle est la roadmap évidente. Et si c'est intéressant et si c'est pertinent pour vous et si je vois que ça peut matcher, je vous expliquerai comment je peux vous accompagner pour mettre en place tout ça avec une garantie de mission à la clé. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien en commentaire épinglé, en description. Vous le trouverez, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et que vous n'aurez plus trop ces remarques-là en général quand vous vous poserez la question est-ce que je peux être freelance? Si ce n'est pas le cas, regardez la vidéo encore une fois. Et sinon, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.